Comme vous voyez, mon expérience avec les années, directeur d'ingénierie, directeur de production, surintendant en maintenance, donc un peu de tout au niveau de l'industriel, donc autant au niveau des projets, du procédé, autant au niveau de la production et de la maintenance, ce qui fait en sorte que le sujet pour aujourd'hui, c'est un sujet pour moi qui venait directement. Quand on m'a demandé de donner faire une conférence, j'ai pensé tout de suite à ce sujet-là. Donc, c'était vraiment le sujet que je trouvais qui était tout indiqué pour mon expérience que j'avais. Je suis consultant depuis 2022, donc ça ne fait pas très longtemps que je suis à mon compte. J'ai fait plus d'années d'expérience au niveau de l'industrie. En tant que consultant, je fais de l'amélioration continue, de la maintenance, du coaching avec DL Consultant. Les secrets révélés pour un partenariat, dans le fond, pendant mon expérience que j'avais, j'ai eu la chance de faire 2 transformations au niveau de la maintenance, au niveau des processus ordonnancement, qui vraiment ont vraiment soudé les équipes de maintenance et de production ensemble. Donc, je viens partager avec vous autres ce que j'ai vu, qui est vraiment les clés pour moi de pouvoir créer un partenariat entre les deux. On a parlé beaucoup tantôt des clés parce que à travers la première conférence, le premier atelier qu'on a eu, il y a des gens qui sont venus puis vous avez présenté des choses qui étaient vraiment. On va revenir sur ces choses-là. Vous allez voir, ce n'est pas des secrets, ce n'est pas des affaires que vous ne connaissez pas. Souvent, c'est des choses qu'on sait, mais c'est des choses que vous avez nommées tantôt. Donc, les secrets révélés pour un partenariat production maintenance infaillible, c'est beaucoup les objectifs, les rôles et responsabilités, la formation et la communication. Y a-t-il des gens de maintenance ici? Levez la main ceux qui sont de la maintenance. Beaucoup de mains. Levez la main ceux de la maintenance que vous considérez que votre entente avec la production est vraiment bonne. Vous avez vraiment une bonne entente. Quand même, intéressant. J'aimerais vous proposer à la fin de la présentation de pouvoir venir présenter, selon vous autres, c'est quoi la clé pour vous autres dans votre entreprise qui a fait que vous avez vraiment une bonne coopération. Donc, moi, je vais en présenter, mais vous, à la fin, pouvoir venir dire qu'est-ce que vous trouvez que c'est une clé. Donc, on garde un peu de temps à la fin de la présentation pour ça. Donc, pensez-y pendant la présentation, qu'est-ce que vous avez qui est vraiment important dans votre entreprise pour cette coopération-là ensemble. Les objectifs. Pourquoi c'est important, les objectifs, d'avoir des objectifs communs avec la production et la maintenance? Parce que si on n'a pas un objectif commun, c'est très difficile de travailler en équipe vers un objectif, vers un but. Dans le fond, la définition du partenariat, je vous l'ai mis ici. Le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun les efforts en vue de réaliser un objectif commun. Vous voyez, l'objectif commun est souligné à la fin, il est en gras, c'est-à-dire. Parce que c'est vraiment, si on n'a pas un objectif ensemble, ça va être difficile de travailler en partenariat. Vous voyez ici le traditionnel, souvent qu'on voit en entreprise, le TRG. Combien d'entre vous utilisez le TRG comme indicateur dans votre entreprise? OK? Moins que je pensais. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que la disponibilité va être appropriée à la maintenance. L'efficacité va être appropriée à la production. Et la qualité va être plus à la qualité. Ce que ça fait, c'est que ça cause vraiment des silos entre les départements. Parce qu'au niveau, si la disponibilité appartient à un et la productivité à l'autre, des fois, on va rentrer dans un conflit. Je vous donne un exemple, moi, que j'ai vécu en industrie. Le réducteur sur une machine à papier, ce réducteur-là, il tombe en défaut. On voit qu'il y a un défaut au niveau de la vibration. Le premier réflexe, c'est la maintenance, c'est on a juste à réduire la production, la vitesse. L'arrêt, il va être dans à peu près 10 jours. Dans 10 jours, l'arrêt s'en vient. Donc, on réduit la vitesse de 10 %. Ça devrait être correct. Il va y avoir moins d'impact. Quand on a fait un test, on a réduit la machine, il y a moins d'impact sur le réducteur, donc on devrait être correct. Mais le problème, c'est que la production, l'efficacité. Si on réduit la vitesse, on impacte l'objectif de la production, qui est l'efficacité. Donc, la production, on dit, maintenant, on veut arrêter tout de suite, changeons le gearbox, puis le réducteur, puis on va repartir. Mais ça, si on arrête, puis on change le réducteur en urgence, là, c'est la disponibilité. Donc, automatiquement, on a 2 objectifs qui n'a pas les mêmes, parce que nous, on veut pas que la maintenance ne veut pas que la disponibilité soit affectée, et la production ne veut pas que l'efficacité soit affectée. Donc, on se ramasse avec un enjeu d'objectif parce qu'on n'a pas le même objectif.
En partenariat, le but, c'est d'avoir des objectifs, les objectifs sont communs. Donc, dans le cas du TRG, bien, c'est le TRG lui-même, donc l'ensemble des facteurs, qui devient vraiment à appartenir à tout l'ensemble. Donc, un objectif qui est commun, donc le TRG, c'est l'objectif commun de la production et de la maintenance ensemble. Je reviens sur l'exemple du réducteur. On regarde ça, on s'assit, on dit que le réducteur, il ne va pas bien, mais dans le fond, il faut le changer ou on le garde. Mais si on le garde puis on réduit la vitesse, 10 pendant le jour, c'est l'équivalent, dans le fond, comme si on perdait une journée complète de production au final. Donc, sur le TRG total, c'est comme si on perdait une journée de production complète. Là, le but, ça va être comment on peut faire pour faire mieux que ça. On peut se préparer. Le lendemain matin, on va le changer, on va arrêter, on va tout préparer, les documents, le gearbox, les composantes, les formations des gens. On va prendre le temps de regarder la procédure, on va voir les gens qui vont être prêts, le cadenassage. Y a-t-il d'autres jobs autour qu'on peut faire pour faire le changement du gearbox de façon préparée et de pouvoir intervenir plus rapidement. On a fait ça. Au lieu d'attendre 10 jours avant de changer, baisser la vitesse, au lieu de changer en urgence puis de se ramasser de soir et d'avoir des gens pas trop compétents, on a de la misère à partir. Le lendemain matin, on a arrêté, on a pris. Donc, en équipe, on a fait un plan de match, on a arrêté le lendemain matin avec toutes les composantes et on était prêt parce qu'on avait un objectif qui était commun à ce moment-là. Oui, on avait la vitesse, on avait l'efficacité, mais on avait un objectif commun de l'usine qui était le nombre de tonnes, qui revient un peu, dans le fond, le nombre de tonnes vendues. Donc, ça revenait un peu, on avait réussi à s'entendre sur un objectif commun. Voici d'autres objectifs. Traditionnels, les coûts de main-d'œuvre de production. Le problème, c'est que quand plus les objectifs, quand ils sont assez précis comme ça, les coûts de matière, mais des fois, on va avoir des problèmes qui vont impacter ces coûts de matière-là. Je vous donne un exemple. Au niveau de la maintenance, des coûts de main-d'œuvre maintenance, je vous donne un exemple. Si j'ai une fuite sur un équipement, bien, cette fuite-là, une fuite de pâte, exemple. Donc, je vais avoir quelqu'un qu'il faut qu'il intervienne pour aller nettoyer. Donc, les coûts de main-d'œuvre d'opération, s'il faut que je rentre du surtemps pour aller nettoyer, vont augmenter. Si la matière que je perds qui fait une fuite, donc ça aussi, c'est des pertes que j'ai au niveau de l'entreprise, parce que je veux sauver le coût, mettons, de la pièce pour le changer ou le coût de main-d'œuvre de maintenance pour intervenir. Donc, souvent, c'est interrelié ensemble quand on a des problèmes. Ça impacte les coûts, les objectifs des autres. C'est important de bien définir les objectifs. Pour cet exemple-là, tous ces coûts-là, dans le fond, c'est un coût total de production. Comment ça me coûte fabriquer un objet ou une tonne de quelque chose, dépendant des entreprises que vous êtes. Là, vous allez me dire, c'est beau, Dave, mais on ne peut pas juste avoir des objectifs communs. Il faut quand même qu'on ait des objectifs qu'on puisse évaluer si notre département fonctionne bien. Donc, si la maintenance fonctionne bien, si l'opération fonctionne bien. Je vous donne des exemples ici d'objectifs que vous pouvez définir qui permet vraiment de contrôler le département ou de pouvoir suivre votre département. Donc, c'est des objectifs qui sont 100% normalement contrôlables par le département, sans trop d'impact par rapport au département ou de l'autre département. Comme ici, je vous donne un exemple traditionnellement, on pourrait dire l'adhérence au calendrier de production ou la maintenance, le MTBF, donc le temps entre deux pannes. Mais un MTBF, ça peut être impacté grandement par la production. Donc, si je le mets comme indicateur, donc comme objectif de la maintenance, l'opération de l'équipement a un gros impact sur le MTBF. On en parlait tantôt au niveau de la table. Je vous donne un exemple que j'ai vécu au niveau d'une pompe. J'ai une petite pompe, on a des problèmes dessus. C'est une pompe à haute pression. On est toujours en train d'intervenir et changer la pompe. L'opération dit, il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Vous la montez mal, vous l'installez mal, il y a quelque chose que vous ne faites pas bien avec cette pompe-là. On commence à regarder. On regarde avec les fournisseurs, on regarde avec ceux qui remontent, on regarde avec les composants, comment on l'installe et tout. Et finalement, j'ouvre les documents des spécifications de la pompe. Je me rends compte que cette pompe-là, les spécifications maximales au niveau de la pression, c'est 1800 PSI. Je commence à regarder l'opération, comment il opère. Il opère à 2500 PSI. C'est sûr que la pompe au niveau du MTBF, elle ne sera jamais bonne. On l'opère au-delà de ses spécifications d'opération. Donc, moi, je peux être évalué sur un MTBF d'un équipement qui est mal opéré, ça devient difficile. Donc, le MTBF, l'objectif, c'est de le ramener en commun. Le taux d'urgence, c'est le même principe. Le taux d'urgence, nombre de fois que les gens m'ont dit, c'est même pas une urgence. La production amène, c'est même pas une urgence. Donc, ça devient difficile parce que ce n'est pas nous, la maintenance, ce n'est pas eux qui amènent les urgences, c'est la production. Donc, si c'est
un objectif qui appartient à la maintenance, mais il est vraiment impacté par la production de comment elle va gérer ses tâches. Donc, regardons un peu les partenariats, la différence. Le taux de retravail, ça, c'est vraiment de la façon qu'on intervient en tant que maintenance, comment on donne le service, quand on vient pour intervenir, quand on le fait. C'est quoi la qualité du travail qui est fait pour ne pas y retourner. Ça, c'est vraiment contrôlé par la maintenance dans la façon, dans le processus, dans comment vous intervenez au niveau de l'équipement. Le mean time to repair, le temps moyen de réparation. Encore une fois, ça, c'est comment vous êtes bien planifié, comment vous avez bien prévu vos étapes de réparation. Une fois que l'équipement est libéré, comment j'interviens. Donc, c'est vraiment des objectifs qui sont contrôlables par la maintenance. Coût des réparables. Dans certains départements, dans certaines usines, ça n'appartient pas à la maintenance, mais dans certains cas, oui. Pourcentage de planification complète. À quel point, quand j'en donne une planification à un mécanicien, que sa planification est complète. Elle a tout, les équipements, les outils, la procédure, toute l'information qu'il a besoin. En commun, on devient avec un TBF, adhérence à l'ordonnancement, taux d'urgence, ça devient des objectifs qui sont plus communs que des objectifs qui sont individuels à la maintenance ou à l'opération. Un autre, suite aux objectifs, vous allez me dire, c'est beau les objectifs, mais dans le fond, si j'ai des objectifs communs, mais qui fait quoi pour atteindre cet objectif-là? C'est qui va être responsable de quoi? Tantôt, vous en avez parlé, il y en a qui en ont nommé, je pense au niveau de la table que j'étais, les rôles et responsabilités sont importants. Autant les rôles et responsabilités entre la maintenance et la production, que les rôles et responsabilités à même la maintenance entre les différents intervenants de la maintenance et les différents intervenants de la production. Donc, c'est vraiment important de connaître son rôle pour mieux collaborer, parce que des fois, on peut se dire, mais c'est toi qui étais en charge de ça, c'était toi, donc ça devient, on s'accuse parce qu'on ne sait pas vraiment qui était responsable de faire ces tâches-là. Traditionnellement, souvent, ce que je vois, c'est que la production dans le fond, son rôle, sa responsabilité, c'est l'utilisation optimale des équipements disponibles. Pourquoi disponible? Parce que s'il n'est pas disponible, là, c'est plus son problème. Donne-moi l'équipement, je l'opère le maximum que je peux quand je l'ai. Ça cause un problème parce que ça fait en sorte qu'une fois que je l'ai, je l'opère au maximum. Donc, on met ça au bout, puis là, on cause des problèmes, on l'utilise au-delà de ses capacités. La maintenance, c'est assurer une disponibilité optimale. Donc, vous voyez, on revient un peu aux objectifs, ils sont séparés. C'est souvent traditionnellement ce qu'on voit. En partenariat, la différence, c'est que la production là, est responsable de l'utilisation optimale des équipements. Pas juste disponible. Elle devient aussi responsable de la disponibilité de l'équipement. La maintenance devient un support technique. Et vraiment dans comment j'interviens, puis la qualité de l'intervention, puis de l'information que je donne. Vous voyez un peu comment ça se dessine? On parle souvent de propriété des équipements, la propriétaire des équipements. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment que la production soit propriétaire des équipements. Je vous donne un exemple. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est la voiture avec le garage. Le propriétaire de la voiture, il est propriétaire de l'équipement. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il opère sa voiture. Lui, il en est responsable de faire des trajets, de se rendre aux endroits, de faire des livraisons, exemple. Donc, il est responsable de toute la performance de son équipement. Mais il y a un garagiste aussi, que lui, il faut qu'il donne la maintenance sur l'équipement, donc la voiture. Le garagiste, il est responsable de donner l'information. Tu dois faire des entretiens à tant de temps. Le prochain entretien, moi, j'ai découvert ça sur ta voiture, il y aurait ça à faire, ça, c'est dangereux. Donc, il donne le maximum d'informations. Donc, vous voyez un peu la différence, là où on sépare un peu le rôle et responsabilité de la production et le rôle et responsabilité de la maintenance. Le choix d'arrêter la voiture pour arrêter au garage appartient au propriétaire de l'équipement. Une fois qu'il est arrivé, sur place, une fois que je vous donne la voiture au garage, la responsabilité du garage, c'est de faire la meilleure job. Moi, je ne veux pas y retourner une fois que tu m'as changé mes freins. Je ne veux pas retourner pour dire que finalement, j'entends un bruit quand je freine ou ça vibre. Je veux que la voiture, une fois que les freins sont sont bien faits. Dans le processus de priorisation-ordonnancement, il y a certains points différents au niveau traditionnel partenariat. Priorisation des travaux, j'ai déjà vu beaucoup dans le passé ou dans le traditionnel que c'est la maintenance qui choisit les travaux qui vont être faits. On va faire ça, on va arrêter la machine là. C'est la maintenance qui décide de ce qui va être exécuté. Dans le partenariat, étant donné qu'on parle des propriétaires des équipements, la production devient un peu plus responsable de son backlog et des travaux, puis c'est elle qui décide des travaux qui vont être exécutés sur l'équipement, mais en coopération avec la maintenance, parce que c'est elle qui devient vraiment un côté technique pour supporter l'opération ou la production, pour leur dire qu'est-ce qui est important de faire, selon eux. Au niveau technique, qu'est-ce qui est important d'exécuter.
Donc, plus au niveau support technique, comme on nous mentionnait tantôt. Planification des travaux. Donc, la production, normalement, ne fait pas grand-chose dans la planification. C'est la maintenance qui identifie quand est-ce qu'on va le faire, identifie les main-d'œuvre, les outils, la documentation. Dans le partenariat, bien, c'est vraiment la production encore qui identifie quand est-ce qu'on va arrêter les équipements. Donc, au niveau de la planification des travaux. Puis, les canassages qui sont nécessaires. Qu'est-ce qui doit être canassé, comment on va le canasser pour l'intervention. Au niveau de la maintenance, on identifie la main-d'œuvre, les outils requis, encore une fois. Donc, comment on va intervenir sur l'équipement. L'ordonnancement, au niveau de la traditionnelle, souvent la production, au niveau des arrêts, exemple, n'a pas grand-chose à dire sur l'ordonnancement. Tandis qu'au niveau partenariat, c'est vraiment, il approuve le calendrier. On va dire, mettons, le jeudi, il dit OK, le calendrier, j'approuve, c'est vraiment ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, une appropriation du calendrier, ce qui vient aussi plus facile à libérer les équipements par la suite parce que c'est eux qui ont approuvé. Donc, techniquement, une fois qu'ils ont approuvé, bien, ils se doivent aussi de le faire. Donc, si vous arrivez avec un calendrier, vous l'envoyez par courriel, c'est ça le calendrier la semaine prochaine, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile des fois possible de faire libérer les équipements par la production. L'exécution des travaux. Mais souvent, on libère les équipements, puis après ça, ils se retirent, puis une fois que l'équipement est prêt, bien, ils repartent l'équipement. Ça, c'est le niveau traditionnel. Au niveau partenariat, bien, on est aussi responsable de rendre l'équipement sécuritaire, puis en coopération ensemble, on remet l'équipement en marche. Donc là, c'est important que la maintenance et l'opération remettent l'équipement en partenariat, parce qu'il peut y avoir des problèmes lors de la remise en marche que des choses qu'on a faites sur la machine, ça prend la maintenance pour intervenir rapidement. La production est au courant de comment partir la machine et tout. Donc, vous voyez qu'il y a plus de partenaires au niveau de libérer l'équipement et de remettre l'équipement en fonction à ce moment-là. Au niveau de la formation, donc c'est bien beau, là, on sait les objectifs ensemble, donc on a un même objectif. Après ça, on sait les rôles et responsabilités des gens, c'est plus clair entre les deux départements, mais il ne comprend pas comment je fonctionne. Puis on le disait tantôt, vous l'avez dit, plus je vais comprendre comment l'autre département fonctionne, ses processus et tout, plus ça va être facile après ça de se comprendre. Donc, combien de gens ici sont de la production? Ah, j'en ai un, merci. Donc, une personne de production. Un autre conseil, emmener les gens de production dans ces genres de conférences-là pour voir, qu'ils comprennent c'est quoi les enjeux que vous avez, c'est quoi les choses à mettre en place. Parce que c'est eux qui vont vivre aussi avec les équipements qui vont être performants, mais eux, ils ont un rôle à jouer dans ce processus-là. Plus ils vont comprendre le rôle qu'ils ont à jouer dans le processus, plus ils vont comprendre le processus, plus ça va être facile après ça pour vous de le faire vivre, ce processus-là, puis d'avoir les bonnes informations qui vont rentrer au bon moment. Quand on ne sait pas quelque chose à quoi ça sert, on a tendance des fois à le faire rapidement, juste pour s'en débarrasser. Quand on sait exactement l'impact que ça a, de donner la bonne identification des travaux, exemple, c'est souvent un enjeu d'identification des travaux. Si ce n'est pas bien fait, je ne sais pas sur quoi travailler. Donc, c'est un exemple. Plus on sait pourquoi c'est important, plus c'est facile. Donc, la formation pour la production, des bases de planification d'ordonnancement, fiabilité, maintenance de précision même. Plus l'opération va être formée, plus ça va être facile après ça de le savoir. Pour exemple, nous autres, quand on avait fait un changement, j'ai vécu 2 changements d'ordonnancement, planification d'ordonnancement pour améliorer la performance, mais ça a vraiment fait un gros impact sur la collaboration entre les deux. Une des choses qu'on a vraiment fait, c'est qu'on a fait former les gens de production sur le processus de maintenance comme planificateurs, dans le sens que les planificateurs et les coordonnateurs de l'opération ont fait la même formation d'1 semaine sur comment planifier et comment ordonnancer, donc le processus, comment faire. À partir de là, quand on est arrivé par après, on disait « J'ai besoin que tu me donnes ta liste des travaux, c'est important que je l'aille le lundi. » Ils disaient « Ah, pas grave, tu vas l'envoyer demain. » Non, c'est parce que c'est important, tu sais, dans le processus. Le mardi, moi, il faut que je commence à regarder mes pièces, à voir si je vais être capable d'avoir mon monde. Là, ils comprennent le reste des travaux qu'il y a à faire, la complexité de la maintenance, la complexité du processus qu'il y a à faire pour arriver avec une maintenance bien faite par après. La maintenance, c'est le même principe. De l'autre côté, il faut qu'ils comprennent la production. Donc, de former la maintenance sur le procédé. Nombre de fois, j'ai entendu la maintenance dire « Ah, il arrête la machine, là, ça n'a aucun rapport, il n'y a pas besoin d'arrêter la machine. » Mais souvent, c'est que la personne ne comprend pas l'impact que le problème que la machine a, c'est quoi l'impact sur le procédé, parce qu'elle n'a pas assez d'informations sur le procédé. Le fonctionnement et rôle des équipements critiques. Plus la maintenance ça va être formée, plus ça va être facile
de comprendre l'autre personne, encore une fois. Tantôt, on en parlait aussi au niveau de la communication. Donc, on a regardé les objectifs. Donc, je sais, on a travaillé ensemble vers un but commun. Les rôles et les responsabilités, on sait comment on va y arriver à cet objectif commun-là. Je comprends ce que l'autre doit faire. Maintenant, il faut communiquer ensemble pour être sûr qu'on coopère pour y arriver, puis qu'on ne fait pas juste dire, ben ça, moi, je prends la boule, puis j'y donne, puis c'est à son tour. Donc, le but, c'est de coopérer ensemble. Il faut communiquer pour ça. Plus la communication est fréquente entre les deux, plus la coopération va se faire naturellement. Mieux vaut, une chose que j'ai remarqué, c'est mieux vaut faire des rencontres rapides que faire des grosses rencontres moins fréquentes. Donc, plus fréquent, plus rapide que des grosses rencontres moins fréquentes. Je vous donne des exemples de rencontres qui sont faites dans les bonnes pratiques. Les rencontres journalières du matin pour identifier les urgences, comment on va intervenir, et après ça, au niveau des travaux qui sont ordonnancés dans la journée. Souvent, on a tendance, quand la production arrive, donne les urgences, la maintenance parfois présente des travaux qui sont ordonnancés dans la journée, puis va choisir elle-même ces travaux qui vont être annulés parce que finalement, il y a trop d'urgence, donc il faut que j'annule les travaux. C'est la maintenance qui choisit ça. Dans le partenariat, c'est vraiment, on redonne ce choix-là à l'opération. Le but de redonner le choix des travaux à couper à l'opération, dans le partenariat, c'est, comme on dit tantôt, au niveau de prendre le propriétaire des équipements, mais ça fait en sorte qu'il voit directement l'impact entre donner une urgence et choisir les travaux qui vont être coupés. Parce que c'est facile de donner des urgences pour eux, c'est ce qu'eux, ils veulent. Mais le fait de donner une urgence, puis après ça, ils doivent eux-mêmes choisir les travaux qui vont être coupés, c'est comme si automatiquement tu vis avec la conséquence de ton urgence. Ça fait en sorte souvent que ça va réfléchir plus longtemps et plus d'emphase, ils vont mettre plus de critiques, je pourrais dire, sur la qualité des urgences qui vont être données, parce qu'automatiquement, ça va leur couper des tâches qu'eux-mêmes, si on se ramène tantôt, eux-mêmes ont emmené à prioriser pour la semaine suivante. Donc, eux ont choisi les tâches à faire la semaine d'avant, et là, ils vont choisir eux-mêmes des tâches qu'ils ne veulent plus faire parce qu'ils ont trop emmené d'urgence. Donc, ils sont dans leur propre choix. Tandis que si c'est la maintenance qui fait ces choix-là, la maintenance qui choisit les tâches à faire la semaine suivante, la maintenance qui choisit les tâches à enlever, ça fait en sorte que la production a juste à apporter des urgences. Ne vit pas avec les conséquences de ceux-là, puis ne vit pas avec les conséquences. Il y a pas de, ça ne brise pas ses propres choix qu'elle a faits parce qu'elle n'a pas fait de choix dans cet horaire-là. C'est important d'avoir cette boucle-là pour baisser les urgences qui vont être apportées par la production. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que ça crée moi j'ai souvent vu les urgences créer un début de conflit entre la production et la maintenance. Il y a même trop d'urgences, je ne suis pas capable de faire mes jobs, je n'atteins pas mon ordonnancement, je n'atteins pas mon calendrier. Donc, c'est souvent un début des problèmes qui vient envenimer la situation entre les deux. Les rencontres de fin de journée. Donc, la production, encore une fois, donne les urgences. La maintenance indique les travaux qui sont complétés. Parfois, je n'ai pas vu tout le monde qui fait ça en promenant d'entreprise en entreprise. Et choisit le plan de match pour les urgences. Mais en partenariat, encore une fois, c'est la production qui va décider du plan de match pour l'urgence. Dans le sens que, oui, elle va être consultée avec la maintenance. Par contre, est-ce qu'il faut absolument le faire aujourd'hui, finalement, ou on est capable d'attendre demain? C'est quoi l'urgence qui vient avec? Faut-tu que je garde des gens après le travail parce que j'ai personne de nuit? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le plan de match? Là, la production vient choisir ça parce qu'il va avoir un impact, encore une fois, sur ces jobs qui sont planifiés, peut-être même sur le lendemain, parce que je sais qu'il y a quelqu'un le soir, ça se peut qu'il ne rentre pas le lendemain. Par contre, la maintenance, encore une fois, au niveau support technique, indique l'effort que ça va prendre, les travaux qui sont complétés et non complétés dans la journée. Rencontre de priorisation du mardi. Au niveau de la communication, comme vous le voyez, il y a quand même plusieurs rencontres. C'est une question d'avoir beaucoup de communication pour être sûr qu'on est tous à la même longueur d'onde à travailler vers le même objectif. Traditionnellement, la production n'est même pas là. Souvent, c'est ce que je vois. Maintenant, on se présente des travaux entre eux autres. On va faire ça la semaine prochaine, on va faire ça. Maintenant, c'est même pas au courant. Ils reçoivent par courriel un ordonnancement. Dans le partenariat, c'est l'inverse. C'est la production qui présente des travaux qu'ils aimeraient avoir. Ils expliquent les travaux, ils expliquent c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi l'objectif de ces travaux-là. J'ai besoin de ça. Ça, c'est priorité numéro 1. Il faut absolument qu'on avance là-dessus. Et la maintenance questionne l'opération pour comprendre c'est quoi les travaux, pour bien les comprendre, pour être capable être en mesure de les préparer pour la semaine suivante. Donc, vous voyez un peu, ça inverse
qui se prépare pour cette rencontre-là, puis c'est l'inverse, qui amène l'information dans la rencontre. La maintenance informe de la production, de l'avancement et de la planification, parce que des fois, il y a des choses qui ont été demandées la semaine dernière, mais on n'a pas pu le faire cette semaine. Les pièces ne sont pas arrivées et tout. Donc, voici ces jobs-là, on est rendu à tel endroit dans la planification. Ça avance, c'est encore ta priorité, parfait. Donc, la priorisation provient de la production, puis c'est eux qui amènent l'information dans cette rencontre-là. Au niveau de la rencontre d'ordonnancement du jeudi, donc la rencontre que normalement, traditionnellement, la maintenance présente l'ordonnancement à eux-mêmes et ensuite l'envoie à la production, parce que maintenant, souvent, la production n'est pas là. En partenariat, la production est présente et ça fait présenter l'ordonnancement qui a été préparé par la maintenance, mais va demander des ajustements en fonction de certaines choses. Des fois, au niveau des calendriers de production qui ont changé, je ne suis pas capable de libérer l'équipement mercredi parce qu'il faut que je livre une commande jeudi. Je vais te la donner jeudi, peux-tu changer telle affaire? Donc, il y a des changements qui se font à travers cette rencontre-là, parce que c'est la production qui, encore une fois, qui a le dernier mot sur le calendrier d'ordonnancement. Les analyses de bris. Tantôt, on en a mentionné. On parlait en salle aussi en équipe dans le premier atelier. Souvent, les analyses de bris, c'est l'équipe fiabilité qui fait l'analyse de son bord, elle revient avec des solutions, elle implante ça, cherche la solution, la maintenance se pose des problèmes d'opération. Parce que souvent, on l'a dit tantôt, il y a beaucoup de choses, de problèmes qui peuvent venir autant de la maintenance qui peuvent venir de la façon qu'on opère l'équipement ou de la façon qu'on l'entretient. Donc, dans une analyse de bris récurrent en partenariat, donc la production est présente et apporte aussi des faits sur l'opération. Ça peut être des choses qui amènent des problèmes d'opération qui amènent des problèmes de maintenance. Cherche la solution avec la maintenance. Donc, on travaille en équipe pour arriver avec des solutions qui peuvent être des fois des changements d'opération, tout simplement. Les gens tantôt qui ont levé la main, qui disaient qu'il y a une très bonne coopération entre la maintenance et la production. Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à venir dire c'est quoi vos clés? Moi, ça fait le tour pas mal des clés que j'avais présentées aujourd'hui. Merci. Ça va vraiment dans le sens de ce que tu as présenté. Nous, on a environ 600 équipements à supporter à l'usine. À tous les quarts, la production va nous communiquer à l'équipe de maintenance les équipements qui sont goulots pour le quart qui s'en vient. Fait que ça, c'est toujours les P1, les priorités 1 qu'on va intervenir en priorité dans l'équipe de maintenance. Ensuite, 7 heures le matin, c'est notre DMS du matin. On en a un autre à 14h30 l'après-midi. Fait que 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Et samedi, dimanche aussi, 2 fois par jour. On est en ligne avec la production, toutes les priorités au niveau de la ligne. Puis les priorités au niveau intervention. Comme de raison, du lundi au vendredi, la GMAO est dans la rencontre aussi avec la planification. L'ordonnancement s'est envoyé à tous les jeudis, exactement comme que tu as mis au tableau. Fait que ça fonctionne très bien. Y a-t-il des choses pour le fun que je n'ai pas mentionné puis que c'est quand même intéressant, que vous trouvez que c'est intéressant dans votre entreprise pour cette collaboration-là? On ne l'avait pas. On a mis ça en place pendant la COVID. C'est vraiment là qu'on l'a mis. Puis on a vraiment vu une amélioration au niveau de nos indicateurs de maintenance réalisés à temps. On a réduit aussi le temps d'attente sur l'intervention des équipements qui étaient prioritaires. Fait qu'on a eu un plus-value là-dessus à mettre ça en place. Comme de raison, dans le jour, ça va arriver que ça passe à mon bureau pour réaligner des choses un petit peu plus prioritaires ou, comme tantôt quelqu'un disait, par Teams, ça fonctionne mauditement bien. Oui, c'est vrai, ça fonctionne bien. Fait que oui, ça, c'est notre expérience à nous, puis ça fonctionne. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui auraient des choses à mentionner, des clés, des choses que vous faites qui sont vraiment, qui fait un partenariat entre la production et la maintenance, des choses que je n'ai pas nommées? Pas rien. Il y a beaucoup de mains levées tantôt. Ah, vas-y. Je pourrais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été présenté. Souvent aussi, le fait que les organisations sont séparées, il y a de hiérarchie. On ne pense pas souvent, pour des raisons X, qu'un opérateur sur une machine ou la personne qui nettoie juste à côté pourrait apporter de l'information utile et nécessaire
à la maintenance des équipements ou à éviter d'éventuelles complications des bris parce que lui, en nettoyant sous la machine, s'est rendu compte qu'il y avait une fuite d'un liquide qui pourrait. C'est des choses qu'on a tendance à négliger dans les organisations, mais si on démontre qu'on est capable d'écouter tout le monde quand ils ont des observations importantes sur les équipements, ça peut aussi améliorer, éviter beaucoup de dégâts qui peuvent coûter beaucoup d'argent et du temps. Effectivement, puis c'est très bon pour l'engagement des gens aussi. Une fois qu'on écoute, les gens ils se sentent engagés, puis ils peuvent partager, puis ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Moi, je le disais souvent aux gens, on est 20, 30 dans les bureaux, mais vous êtes peut-être 200 sur le terrain. Vous avez beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de possibilités de générer des idées puis des observations qu'on peut en avoir à gang dans les bureaux. D'autres personnes qui auraient des choses à dire par rapport à la coopération maintenance-production? Avez-vous des questions? Parfait. Merci beaucoup.